Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'œuvre et la psyché. L'œuvre et la psyché, collection dirigée par Alain Brun. L'œuvre et la psyché accueille la recherche d'un spécialiste, psychanalyste, philosophe, sémiologue, qui jette sur l'art et l'œuvre un regard oblique. Il y révèle ainsi la place active de la psyché. Frédéric Mazières, le concept d'humour pervers chez Sade. Une analyse psychobiographique, 2017. François Brouzot, Samuel Beckett. L'an des rivages en 19 glanures, au nom de la beauté, 2016. Catherine Desprats-Péquignot et Céline Masson dire Figure de deuil et création, 2014. J. Garnier-Dupré, Chandor Ferenczi entre tendresse et passion, 2012. F. Brouzot, Chemin vers Georges Bataille, 2012. J.T. Richard, Marcel Duchamp mise à nu par la psychanalyse, même 2010. Wilhelm Wundt, de la physiologie à l'ethnopsychologie, 2009. C. Masson et CDESPRATSPEQUIGNOT, Le corps contemporain, création et fait de culture, 2009. Desbonnes et Ayouch, Folie contemporaine, 2009. 10. Pomereau, Monsieur Brun, J.P. Mout, L'adolescence scarifiée, 2009. Michel Morille, Freud et le Moïse de Michel-Ange, 2008. Jean-Pierre Bruno, L'artiste et ses rencontres. Une lecture lacanienne, 2008. Marianne Perruche, J.B. Pontalis. Une œuvre, 3 rencontres Sartre, Lacan Pérec, 2008. CDESPRATSPEQUIGNOT et C. Masson, sous la dire Métamorphose contemporaine, enjeux psychiques de la création, 2008. Philippe Villemard, Critique génétique, pratique et théorie, 2007. Roselyne Hurion, Petites histoires de la pensée, 2006. Michel David, Amélie Nothomb, Le symptôme graphomane, 2006. Jean Le Guenec, La grande affaire du petit chose, 2006. Exergue. Aux talentueux amis de l'atelier d'écriture, à qui je dois bien des idées de ce livre. Table des abréviations, pour les écrits de Kafka. Roman. Aucun, œuvre complète I, l'Amérique, Le procès, Le château Gallimard, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, 1976. Nouvelle. Oc 2, œuvre complète 2, Récits et fragments narratifs Gallimard, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, 1980. Journaux. Oc 3, œuvre complète 3.1, Journaux Gallimard, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, 1984. Lettres. Oc 3, œuvre complète 3.2, Lettres à sa famille et à ses amis Gallimard, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, 1984. Oc 4, œuvre complète 4, Lettres à Felice, Lettres à son père, Lettres à Milena Gallimard, NRF, Bibliothèque de la Pléiade, 1989. Introduction. Vocation de Kafka. Freud et la sublimation. Réception kafkaïenne. Nous ne pouvons renoncer à rien. Nous ne faisons que remplacer une chose par une autre. Sigmund Freud. Le fondateur de la psychanalyse désigne par ces mots ce qu'il pense être un privilège de l'art, notamment de la littérature, orienter le désir vers une fin plus haute. Un privilège dont nous semble témoigner tout particulièrement l'œuvre de Franz Kafka. On pourrait le formuler ainsi. Comment un être faible, anxieux, hésitant, inquiet et selon ses propres termes volontiers compliqués, a-t-il pu devenir écrivain d'un si grand génie? Autrement dit, comment cet homme tourmenté d'humeur à enfiler continuellement des plaintes, parfois désespérées, je suis comme ma propre pierre tombale et comme en attente d'un châtiment, puisses-tu venir, tribunal invisible. Comment donc cet homme, dont le testament exigeait de son meilleur ami Max Brod, qui Dieu merci n'en fit rien, qu'il brûla la plupart de ses manuscrits, a-t-il pu nous laisser, non seulement le verdict et la métamorphose, nouvelle publiée de son vivant, mais également le procès et le château, roman quant à eux inachevés? Dès lors qu'il s'agit de Kafka, c'est d'une telle énigme qu'il convient de parler. Énigme psychologique de l'homme artiste. Un être privilégié, écrit Jean Le Gallio, à qui sa nature particulièrement sensible et réceptive ne permet pas immédiatement la résolution des conflits et des tensions nées de l'exercice des pulsions. D'où la nécessaire médiation de l'art, qu'on nomme rétrospectivement vocation. Dans le cas précis de l'écrivain tchèque, la vocation de qui l'angoisse existentielle aura été en fin de compte pour partie transmuée en créativité littéraire. Le tout accompagné de cet effet de graphothérapie,
méthode de traitement psychologique par l'écriture, conseillée, notamment à Georges Bataille et à Michel Leiris, par le psychiatre psychanalyste Adrien Borel, 1886 à 1966, qui avait été proche des artistes et poètes surréalistes. Écrivain, Kafka se doit d'être pris à la lettre. Car il sent littérairement, il imagine littérairement, il pense même littérairement. Et ce à travers des formes qui n'existent depuis toujours que par la littérature. Ainsi est-il conteur, prolixe et virtuose dans l'art du récit bref. Tout comme il est fabuliste, en son œuvre en effet l'homme demeure, ou même tel Grégor Samsa redevient animal. Un fabuliste certes sans moraline, eût dit Nietzsche, mais depuis quand la moralité, si mal nommée, est-elle le prétendu apanage de l'apologue ? Ce sont sans doute là des formes enfantines du récit. Ajoutons-y le mythe, l'épopée, le conte fantastique, le roman feuilleton. Autant de formes singulièrement poétiques d'un fantasme de toute puissance. En un livre magistral, Milan Kundera a montré combien l'imagination onirique de Kafka parvient à replonger le prosaïsme traditionnel du roman dans la grande poésie de l'aventure, dont il est né. Kafka a réussi, juge-t-il, à transformer cette grisâtre matière antipoétique en des romans fascinants. Au point qu'il n'est pas impossible, et même qu'il y aurait tout à gagner aujourd'hui à lire, aussi bien le procès que le château, comme des sortes d'épopées. Quelque chose comme une nouvelle Odyssée, bureaucratique si l'on peut dire. Bref, comme les poèmes d'un monde qui, sous la fine pellicule des institutions les plus sophistiquées, n'en continue pas moins de vivre de la façon la plus élémentaire et de hanter ainsi nos imaginations. Kafka eut très tôt l'intuition des formes littéraires qui lui convenaient, et il les ajusta peu à peu au mieux de sa vision. Kafka invente, note de récents éditeurs à partir de son art, de la littérature elle-même. Ainsi a-t-on beaucoup insisté sur le tragique, indéniable, de son écriture, mais l'on s'est sans doute trop pris au jeu. Car il s'agit aussi d'un jeu, si l'on entend par là un genre théâtral. Un genre dans lequel la représentation du destin fatal du héros ne va pas, au moins pour le spectateur, sans un phénomène dit de catharsis. En effet, par l'entremise de la pitié et de la crainte, révèle Aristote, la tragédie accomplit la purgation des émotions de ce type. Rien n'empêche à notre connaissance de penser que ce qui s'applique ici à un genre dramatique puisse s'appliquer à d'autres genres, notamment narratifs, comme ceux, nouvelles et romans, qui composent l'œuvre de Kafka. À l'effet cathartique, mobilisé par la technique analytique elle-même à ses débuts, il convient d'adjoindre cet autre que Freud nomme sublimation et qui consiste à des fins culturelles en une dérivation de la libido vers des objets supérieurs, art, science, etc. Dérivation qui est refoulement, puis modification du but, et enfin substitution d'objets des pulsions sexuelles. Kafka, pour sa part, en a donné la plus concrète des formulations. Quand il fut devenu évident dans mon organisme que l'orientation de ma nature vers la création littéraire était la plus productive, note-t-il dans son journal, tout se pressa dans ce sens et laissa inoccupés ceux de mes talents qui se tournaient vers les joies du sexe, du boire, du manger, etc. C'est dans le même ordre d'idées que Freud attribue à l'art, et à la création littéraire en particulier, une prime de séduction, ou encore un plaisir préliminaire, qu'il définit de cette manière. Beaucoup de choses qui, en tant que réelles, ne pourraient pas provoquer de jouissance, le peuvent tout de même, prises dans le jeu de la fantaisie. Autrement dit, il s'agit là ni plus ni moins, précise-t-il, que d'un gain de plaisir purement formel, c'est-à-dire esthétique, et qui confère à la représentation, y compris à celle du plus grand des malheurs, son lot de beauté. Ce sont, écrit Jean Belmain-Noël, des rythmes, des reprises de sons, des accords de voix, le prestige d'une image soudaine, etc. Bref, tout un style, toute une poétique, y compris de la névrose, dont le génie de Kafka fut de la mettre littéralement en œuvre. Cette œuvre, on le sait, est diversement commentée. Essentiellement onirique pour les uns, surréaliste notamment. André Breton n'écrit-il pas ? Le rêve a fourni à Kafka une solution provisoire au conflit entre l'obscure nécessité naturelle et la nécessité humaine ou logique ? Aussi sous-estime-t-on ses aspects réalistes, en particulier dans les romans. Ou bien pour d'autres, elle est idéologique avant tout. Gilles Deleuze et Félix Guattari, commentant à son propos le concept d'une littérature mineure, affirment que tout y est politique. Et il est vrai qu'on nomme souvent kafkaïenne l'organisation parfois totalitaire, toujours absurde des bureaucraties contemporaines.
Par son classicisme pourtant, la vision de Kafka transcende les lieux et les temps. Enfin, pour la plupart, elle serait métaphysique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.